Foreign Office, 2 novembre 1917. Cher Lord Rothschild. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Signé Lord Balfour. Ces quelques lignes, entrées dans l'histoire sous le nom de Déclaration Balfour, allaient bouleverser le Proche-Orient et pour longtemps. Cette lettre, passée inaperçue lors de sa parution, a ouvert la voie à la création de l'État d'Israël et marque le début de l'affrontement entre Juifs et Arabes pour la possession de la Palestine. Alors, la déclaration Balfour, c'est un document assez extraordinaire. C'est le premier geste, la première légitimité internationale du mouvement sioniste. C'est pour la première fois une puissance, c'est pas la moindre, il s'agit de la Grande-Bretagne, la première puissance du temps, admet la légitimité de la revendication sioniste. Un État pour les Juifs, telle est la revendication sioniste. Le sionisme a vu le jour au sein des communautés juives d'Europe orientale au XIXe siècle. Il conjugue une vieille aspiration religieuse de retour à Sion, l'une des collines de Jérusalem, avec un mouvement national moderne qui tente de résoudre la question juive. Les persécutions, les mesures discriminatoires, les pogroms dont sont victimes les Juifs en Russie, en Pologne, en Roumanie, lui donnent son impulsion et font germer l'idée que la survie de ce peuple dispersé impose la reconstitution d'une patrie en Palestine. La Palestine n'est alors qu'une province de l'Empire ottoman, où les musulmans, les chrétiens et les 20 000 juifs installés là depuis la fin du XVe siècle coulent encore des jours paisibles. Jérusalem est cosmopolite et le libre accès aux lieux saints garanti à tous. Pour fuir l'Europe dévorée par l'antisémitisme, 20 à 30 000 juifs viennent y trouver refuge. C'est la première Aliyah, littéralement en hébreu, montée à Jérusalem. Ici, il ne s'agit plus uniquement de juifs pieux qui retournent à Sion pour y étudier la Torah, mais de juifs animés par un sentiment de renaissance nationale. Ce sont les premiers pas de l'idéologie sioniste. Alors, l'homme qui la met en forme, c'est Herzl. Il y a d'autres penseurs sionistes. Et Herzl apprend la question juive ici, assez curieusement. C'est le grand fait qui lui fait découvrir que, ma foi, la question juive a peu de chances de se résoudre de manière harmonieuse au sein des nations d'Europe. C'est l'affaire Dreyfus. C'est ce jeune journaliste viennois qui est là et qui entend la foule hurler mort aux juifs lorsqu'ils assistent à la dégradation d'un jeune capitaine, d'un capitaine juif. Et il se dit, il écrit d'ailleurs dans son journal, si en France, le pays civilisé par excellence, le pays qui est le premier à émanciper ses juifs, si en France c'est encore possible, c'est qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire, il faut créer un État-nation juif. Né en 1860, dans une famille juive hongroise, aisée et germanophone, parfaitement intégrée à la bonne société viennoise, Theodor Herzl ne croit plus à l'assimilation après avoir été témoin de la dégradation du capitaine Dreyfus. En juin 1895, il écrit Judenstadt, en français,
l'État juif ou l'État des Juifs. Un vibrant appel au rassemblement de la nation juive sur un territoire qui soit le sien. 2 ans plus tard, il réunit à Bâle, en Suisse, le premier congrès sioniste mondial. Le théoricien devient politique et va se donner les moyens d'agir. Président de l'organisation sioniste mondiale, il crée la Banque coloniale juive destinée à l'achat de terres en Palestine. Personnalité forte et visionnaire, Théodore Herzl diffuse autour de lui l'idée d'un État juif moderne qui effacera des siècles d'humiliation. Alors, il faut imaginer, si vous mettez un instant dans la peau de ces penseurs sionistes, la plupart d'entre eux, ils vivaient l'idée sioniste comme une révolution. L'idée était de s'arracher au ghetto, de rejeter cette vie jugée méprisable, indigne d'être vécue, n'est-ce pas, toujours sous la coupe d'un autre, méprisé, humilié. C'est-à-dire l'image de la diaspora était catastrophique. Et donc, il faut faire la révolution juive, c'est-à-dire c'est arracher les juifs à cet environnement et en faire une nation consciente, qui existe par elle-même, la faire rentrer dans l'histoire. Alors, la faire rentrer dans l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire renouer avec une souveraineté qui, elle, est très ancienne, n'est-ce pas, dont on n'a jamais perdu la mémoire, mais qui est vieille. D'où cette espèce de pont par-dessus 20 siècles d'histoire, n'est-ce pas, et ce qui est au milieu, c'est pas terrible. Ça, c'est une vallée de larmes où les Juifs ont été persécutés, pourchassés, humiliés, méprisés. Et donc, on se rattache directement à cette époque glorieuse où nous avions un État, où il y avait une force militaire, où nous étions respectés. Bon, il fallait recouvrer une souveraineté, une vraie vie digne d'être vécue sur le plan national. Théodore Herzl sillonne donc inlassablement le monde pour obtenir le soutien des grandes puissances. Il tente de convaincre le sultan Abdulhamid de céder la Palestine aux Juifs contre le renflouement des finances d'un empire ottoman au bord du gouffre, profite de la visite de l'empereur d'Allemagne Guillaume II à Jérusalem pour le rencontrer, cherche le soutien du pape Pie X qui lui répond « Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur aussi, nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif ». Herzl ne récolte guère plus que des marques de sympathie. Pour soulager ses coreligionnaires, il est désormais prêt à accepter un foyer national n'importe où. La Grande-Bretagne propose l'Ouganda. Herzl y est favorable, mais cette solution est rejetée par les Juifs russes, pourtant les plus exposés aux violences antisémites. Néanmoins, l'avancée est considérable. Herzl est parvenu à faire de l'organisation sioniste mondiale un interlocuteur légitime des grandes puissances. Son combat est d'autant plus difficile que l'idée sioniste peine à s'imposer au sein même du monde juif. C'est une idéologie qui prend de plus en plus, mais qui reste minoritaire, parce que les élites juives, surtout en Europe occidentale, ne veulent pas en entendre parler, n'est-ce pas? Il faut prendre qu'un exemple français. Les élites juives françaises, sont républicaines, et ne voient pas du tout pourquoi il faudrait aller ailleurs. Et quant aux masses, elles ont d'autres idéologies. Par exemple, le communisme, la révolution. Puisque seule la révolution sociale fera disparaître le problème juif, étant donné qu'elle fera disparaître les causes de l'aliénation de l'homme. Or, l'aliénation du juif n'est qu'une part ou un aspect de l'aliénation de l'homme. Et puis, dans la mesure où on s'en va, où les juifs quittent les pays de pogrom, l'empire tsariste, ils vont ailleurs. Ils vont en Amérique, ils vont en Australie, ils vont en Argentine, en France, en Grande-Bretagne, ils vont à l'ouest, où la vie est meilleure, surtout aux États-Unis, par millions. Et pour toutes sortes de raisons, le sionisme était minoritaire. Cependant, la nouvelle vague de pogroms qui s'abat sur la communauté juive de Russie en 1903 convainc cette dernière de la justesse et de la nécessité du projet sioniste. Des dizaines de milliers de juifs quittent l'empire tsariste pour les États-Unis. Mais 40 000 d'entre eux font un choix différent et accostent en Palestine. Cette deuxième alia renforce la crédibilité de la démarche de Herzl. Tel Aviv voit le jour en 1909 et les nouveaux arrivants pétris de culture marxiste se regroupent pour travailler et valoriser la terre au sein de coopératives agricoles, les kibbutzim.
Après le premier congrès sioniste en 1897, Herzl, prophétique, écrivait « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je le disais à voix haute, il y aurait un éclat de rire général. Mais dans 5 ans, dans 50 ans, sûrement, tous l'admettront. » Quand il meurt en 1904, son rêve commence à prendre forme, mais le chemin qui mène à la déclaration Balfour est encore long. Paradoxalement, c'est la Première Guerre mondiale qui va permettre au projet sioniste de prendre véritablement forme. En 1914, l'Empire ottoman, maître de la Palestine, s'engage auprès de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie contre la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Gardienne des détroits du Bosphore et des Dardanelles, Istanbul constitue pour le Kaiser un solide appui sur son flanc sud. En 1915, l'artillerie du sultan fait échouer l'offensive de la flotte franco-anglaise dans les Dardanelles. À partir de ce moment, les Britanniques vont chercher à affaiblir les Ottomans de l'intérieur et pour cela, ils vont jouer la carte du nationalisme arabe. Dans la perspective du démembrement de la défaite de l'Empire ottoman et du démembrement de l'Empire, il y a eu de la part des Britanniques une tendance à faire des promesses contradictoires. Première promesse a été faite au mouvement national arabe, on pourrait dire en général, bien que ce ne soit pas très défini encore, en tout cas au shérif de la Mecque, comme quoi si les Arabes participaient à l'effort de guerre de l'entente contre l'Allemagne et l'Empire ottoman, ils pourraient obtenir un État indépendant recouvrant pratiquement toute l'Asie arabe. Cette promesse est contenue dans la correspondance échangée à partir de juillet 1915 entre Sir Henry McMahon, haut-commissaire britannique au Caire, et le shérif Hussein de la Mecque, porte-parole de la nation arabe. Fort des assurances anglaises en faveur de la création d'un grand royaume indépendant, le shérif de la Mecque déclenche la révolte arabe le 5 juin 1916, qui sera conduite par son fils Faisal et le colonel Lawrence. Le fait le plus médiatisé de cette période, c'est la révolte arabe et c'est la personnalité du colonel Lawrence et c'est donc la participation effective de la Grande-Bretagne à la révolte arabe dans le but de la constitution d'un État arabe indépendant. Mais très rapidement, les Anglais négligent, renient les engagements pris envers les Arabes et dans la perspective de la défaite de l'Empire ottoman, ils se partagent la région en zone d'influence avec les Français. Ce sont les accords Sykes-Picot, du nom des diplomates britanniques et français qui les ont conclus. La Syrie et le Liban iraient à la France. L'Irak, Saint-Jean d'Acre et Haïfa aux Anglais. Les lieux saints de Palestine seraient placés sous contrôle international. L'espace restant, mal délimité, reviendrait aux Arabes assorti d'un droit de regard de Londres et de Paris. Alors, dans ces accords, les Alliés étaient arrivés à l'idée d'une internationalisation de la Palestine, qui aurait été en fait, en gros, un condominium franco-britannique. Donc ça, c'est le premier point. Les Juifs n'apparaissent donc pas du tout comme un facteur dans la politique du Moyen-Orient. D'ailleurs, de toute façon, ils ne représentaient rien sur le terrain. Il y a 70 000 Juifs en Palestine à l'époque.
Et dans le reste de la région, il ne joue aucun rôle politique. C'est un facteur donc totalement inexistant. Alors, là où les Juifs apparaissent dans les préoccupations des Français et des Britanniques, c'est ailleurs. Aux États-Unis, les Alliés ont ont levé des emprunts pour faire la guerre. Et là aussi, donc, les Français et les Britanniques ont assimilé ce qu'on pourrait, pour simplifier les choses, le capitalisme américain à cette frange bancaire de grands banquiers juifs à côté des banques protestantes auprès desquelles ils lèvent des emprunts. Et là aussi, donc, ils sont quelque part persuadés que les Juifs tiennent la clé du pouvoir aux États-Unis. Tout le monde fantasme sur la puissance juive. C'est comme ça. Les amis des Juifs comme les ennemis. Les ennemis, d'ailleurs, plus que leurs amis. Alors, si on n'aime pas les Juifs, c'est le protocole de Saint-Gestion. On invente une espèce de complot mondial. Si on est plutôt ami des Juifs, ce qui était le cas de Lord Balfour, on se dit c'est un allié possible. Il y a cette idée-là, n'est-ce pas, que nous sommes partout et que donc il vaut mieux avoir les Juifs avec soi que contre soi. J'aime mieux qu'on pense ça. La déclaration Balfour ne s'explique pas autrement. C'est-à-dire, cette fameuse affaire qui consiste à essayer de jouer sur, non pas le sionisme seulement, mais le judaïsme mondial, rien que ça, dans le cadre de la guerre. C'est-à-dire, essayer de faire que le monde juif se range aux côtés des Alliés et non pas aux côtés des puissances centrales. Derrière ça, il y a deux choses à dire, je crois, importantes, toujours pour aller vite. La première, c'est que c'est en grande partie un fantasme, j'en suis absolument convaincu, qui est un peu un fantasme lié congénitalement à l'antisémitisme d'ailleurs, qui est de surestimer considérablement la puissance de ce judaïsme mondial. Mais d'un autre côté, il y a un fait certain qui a pu alimenter d'une certaine manière ce fantasme. C'est que très concrètement, en 17, il y a eu une révolution en Russie. La Russie est sur le point de sortir de la guerre. Donc la hantise des puissances de l'entente, la France et la Grande-Bretagne, c'est la sortie de la Russie qui va les laisser seuls face aux puissances centrales, qui va faire que les puissances centrales ne seront plus prises en tenaille et qui va faire que contre l'Empire ottoman, on va cruellement manquer d'un allié en Asie. Bon. Donc il s'agit à tout prix de maintenir la Russie dans la guerre, d'empêcher le pacifisme en Russie. Bon. Or, il s'agit, dans les communautés juives de Russie, là aussi je simplifie, de jouer le sionisme contre le pacifisme socialiste et internationaliste. En gros, de rendre les juifs russes sionistes pour qu'ils fassent pression pour que la Russie reste dans la guerre. Par ailleurs, il s'agit de jouer également sur les États-Unis, sur les juifs américains, alors cette fois pour au contraire pousser les États-Unis à entrer en guerre, ce qu'ils ne feront qu'en avril 17. Mais dans les mois qui précèdent, c'est un enjeu majeur. Et donc, le facteur sioniste est un des facteurs sur lesquels on espère jouer pour obtenir ces deux résultats. Et puis il y a un autre élément, toujours dans le contexte de 17 et dans le contexte de la guerre, c'est la hantise que les Allemands ne nous coupent l'herbe sous les pieds, en quelque sorte, et ne patronnent, eux, une manière de république, là aussi c'est une citation, juive en Palestine. Donc tout plutôt que de laisser aboutir une alliance et un accord entre sionistes et allemands. Alors il faut aussi prendre l'ambiance générale. Je dirais que 1917, c'est l'année la plus dure de la guerre. Parce qu'on ne voit pas l'issue, parce qu'il y a des conflagrations terrifiantes. La révolution russe, l'entrée en guerre des États-Unis, la géopolitique mondiale se transforme rapidement. Et puis, on ne voit pas la sortie. Ça craque un moment du côté français, c'est le chemin des dames, les mutineries, etc. Bon, la tension psychologique est extrêmement forte. Je pense aussi que cette relation, j'ai dit un peu de termes de fantasme, il faut voir aussi de la part d'une classe dirigeante dans les pays en guerre, qui est sur les nerfs, je veux dire. Depuis 3 ans qu'ils font la guerre, ils sont dans une tension psychologique terrible qui fait
qu'ils sont aussi relativement, comment dire, ouverts à ce type de perception qu'aujourd'hui, a posteriori, nous considérons comme des perceptions déformées de la réalité. 1917. L'issue de la guerre en Europe est encore incertaine. Dans ce contexte, Chaim Weizmann, chef de la Fédération sioniste britannique, tente d'obtenir le soutien du gouvernement Lloyd George. Né en Biélorussie, Weizmann émigre en Angleterre en 1904 après de brillantes études de chimie. Ses travaux de chercheur à l'université de Manchester, son acuité politique, ses convictions et le talent avec lequel il les déploie en font l'interlocuteur privilégié des Britanniques. Weizmann est un personnage d'ailleurs hors du commun, vous savez, ce Chaim Weizmann qui est un grand savant et diplomate, c'est-à-dire un homme qui est polyglotte, qui présente très bien. C'est un personnage tout à fait impressionnant. Et il joue un rôle dans le dénouement heureux pour les Anglais de la Première Guerre mondiale, puisqu'il invente un procédé de fabrication de l'acétone qui est important pour la fabrication de munitions de guerre. Et cette anecdote raconte comment c'est Lloyd George, effectivement, qui raconte cela. Je pense, si ma mémoire est bonne, il lui dit alors, que voulez-vous que je fasse pour vous? Vous avez fait beaucoup pour nous, que voulez-vous que nous fassions pour vous? Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit, nous voulons votre reconnaissance pour la création d'un État juif en Palestine. Il raconte ce qu'est la Palestine pour les Juifs. Alors, vous me demandez si c'est l'histoire de la création, sûrement pas. Mais c'est une part de l'histoire. Parmi les raisons de la Grande-Bretagne de signer cette déclaration, il y avait une dimension humaine, religieuse. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un pays de la Bible, l'Angleterre, avec pas mal de millénarisme chrétien. Il y avait la personnalité de Weizmann, personnalité rayonnante, charismatique, et il y avait les intérêts de l'Empire britannique. Alors, Weizmann, lui, il a tout compris, dans son propre sens. C'est-à-dire qu'il va surenchérir dans les fantasmes britanniques. Et il va surenchérir en disant, les Juifs sont des êtres destructeurs. Parce qu'ils ont un formidable potentiel. Mais ce sont des êtres destructeurs parce qu'ils vont entraîner la révolution mondiale et la perpétuation du capitalisme oppresseur. En revanche, si on canalise les énergies juives dans un but constructif, dans le cadre des intérêts de la Grande-Bretagne, là, ça marchera, ce sera positif, etc. Et les Juifs ne demandent qu'une seule chose, c'est que la Palestine soit donnée aux Britanniques. C'est-à-dire que Weizmann, là, c'est sa extrême intelligence, va ressortir à la classe dirigeante britannique l'intégralité de ses fantasmes, de sa perspective du monde, de son analyse du monde, de sa vision du monde de façon globale. Je veux dire, tout ce qui peut être, je caricature un peu, mais c'est quasiment ça. Il est à la fois très exotique, suffisamment juif pour la classe dirigeante britannique, mais parle l'anglais, et il trouve que l'Empire britannique est la plus grande création du monde. Il le dit, donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait positif. Le gouvernement Lloyd George au pouvoir est très sensible à l'idée que le sionisme puisse servir les intérêts de l'Empire britannique. Lord Balfour, alors secrétaire d'État au Foreign Office, connaît Weizmann de longue date. Leur première rencontre remonte à 1906. Imprégné de culture biblique, il exprime très tôt sa sympathie pour la cause juive. Le 2 novembre 1917, il transmet sous forme de lettre à Lord Rothschild, membre influent de la Fédération sioniste britannique, ce texte très court qui entrera dans l'histoire sous le nom de Déclaration Balfour.
c'est l'une des bizarreries, si vous voulez, de la déclaration Balfour. Un document de portée mondiale qui a pour objet une terre qui est formellement propriété du sultan d'Istanbul, de la Sublime Porte, n'est-ce pas? Ce document donc va du gouvernement de Sa Majesté à un sujet de Sa Majesté. Formidable. On n'a encore jamais vu ça. Si maintenant nous prenons la déclaration elle-même, bon, il n'y a pas un mot qui n'a pas été pesé. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on dit, que c'est une déclaration ambiguë, qu'elle est une déclaration maladroite, qui a ouvert la voie à des conflits, etc., c'est une déclaration qui a été pesée, puisqu'elle est le résultat d'une négociation entre le mouvement sioniste et le gouvernement britannique, et chaque mot a son importance dans cette déclaration. Cela commence par le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Envisage favorablement, qu'est-ce que cela veut dire exactement sur le plan politique? Cela veut dire que la Grande-Bretagne encourage le mouvement sioniste, mais la Grande-Bretagne ne s'engage pas formellement à suivre le mouvement sioniste dans toute sa démarche. Bon, envisage favorablement. Mais envisage favorablement quoi? L'établissement d'un foyer national. Bon, foyer national qui est une notion particulièrement floue et à ma connaissance, elle n'a pas de précédent, quoi. Je ne vois pas dans quelle occasion on a utilisé le mot de foyer national, pour quel autre peuple. Foyer, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est une manière de refuge pour juifs persécutés, on va dire, mais sans qu'un statut très clair lui soit attribué. En tout cas, juridiquement, ça n'a pas de sens et pas de valeur d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas un texte juridique dont il faut chercher une quelconque valeur juridique, c'est un texte politique et c'est un texte qui, donc, s'inscrit dans ce contexte-là. Ah, de toute façon, on voyait mal comment donner un État à des gens qui ne faisaient au maximum que 10% de la population. Et d'autre part, les Britanniques ne souhaitaient pas, pour l'instant, un État. Ce qu'ils voulaient, c'était la Palestine pour eux. Mais État en était de toute façon trop présomptueux. Et foyer national renvoyait à ce qu'on appelle le programme de Bâle du premier congrès sioniste de Herzl. En Palestine, par contre, est un terme important, puisqu'il s'agit de dire qu'il ne s'agit pas nécessairement de toute la Palestine. Par ailleurs, on ne sait pas où c'est la Palestine. Dans la mesure où, à cette époque-là, il n'existe pas d'entité juridique portant le nom de Palestine. C'est une expression géographique au contour vague, qui va être d'ailleurs ultérieurement définie dans un ensemble de conférences interalliées en 1920 pour définir quels sont les contours de la Palestine. Deuxième point particulièrement ambigu, et peut-être c'est l'aspect le plus douloureux pour les Arabes, je veux dire, dans cette déclaration, c'est ce qui est dit ensuite. Le gouvernement britannique nous dit, tout cela étant entendu, que cela ne doit pas porter atteinte aux droits religieux et civils des collectivités ou des communautés non juives existant en Palestine. Bon, alors là, c'est quelque chose d'assez ahurissant, à vrai dire, parce que d'abord les Britanniques ne parlent que de droits religieux et civils. Bon, les droits religieux, on sait ce que c'est, grosso modo, l'exercice de la foi, etc. Bon, les droits civils, c'est peut-être le droit de propriété, le droit de signer des contrats, etc. Mais il n'est pas question du tout de droit politique. Et très tôt, les Palestiniens diront que droits civils et religieux équivaut à leur interdire leur reconnaissance politique. Ils diront, quand vous êtes dans un pays étranger, vous avez des droits civils et religieux, mais vous n'avez pas de droits politiques. Donc la déclaration de Balfour fait de nous des étrangers dans notre propre pays. Deuxièmement, et c'est peut-être un aspect même péjoratif de cette déclaration, les Arabes
Palestiniens, chrétiens et musulmans ne sont même pas désignés positivement, c'est-à-dire ne sont pas désignés comme arabes, ne sont pas désignés comme musulmans et chrétiens, ils sont désignés comme étant non-juifs. Alors, à l'époque, il y avait en Palestine 670 000 habitants, 600 000 arabes ou 610 000 arabes et 60 000 juifs. Et peut-être la moitié étaient des juifs palestiniens, c'est-à-dire des juifs qui avaient une existence en Palestine en tant que communauté religieuse bien avant le mouvement d'émigration du judaïsme, surtout de l'Europe de l'Est en Palestine. Et ce sont les 60 000 juifs qui sont désignés comme étant une nation, ou le début d'une nation, et les 600 000 arabes sont désignés tout simplement par ce terme très flou, des non-juifs. C'est un texte qui néglige, qui nie totalement toute revendication nationale arabe. Et cela au moment où on assistait à une naissance d'un mouvement national moderne, c'est-à-dire tendu vers la constitution des États arabes, enfin des pays arabes en un État à caractère moderne, donc la transformation des sujets que les habitants étaient sous l'Empire ottoman en citoyens. Les Britanniques vont encore compliquer la situation. C'est quelques semaines après la déclaration de Balfour, ils vont envoyer un officier britannique, le commandeur Hogarth, chef du service de renseignement britannique sur le Proche-Orient, au shérif Hussein, dans lequel il lui donne un texte différent de la déclaration de Balfour, dans lequel, entre autres, les habitants de la Palestine ont des droits politiques. Et c'est ce qu'on appelle le message Hogarth, qui est contraire à la déclaration Balfour, donc les Britanniques vont tenir un autre discours. Décembre 1917. La difficile conquête de la Palestine est accomplie avec le soutien des troupes arabes du shérif Hussein. Les forces britanniques conduites par le général Allenby entrent à Jérusalem. Dès lors, et davantage encore après l'armistice, les Anglais vont se trouver confrontés aux promesses qu'ils ont faites au gré de leurs intérêts pendant la guerre, tantôt aux Arabes d'un grand royaume, tantôt aux Juifs d'un foyer national. La situation après la guerre n'est évidemment plus la même qu'avant la guerre. Parce qu'encore une fois, il y a une chose fondamentale qui a changé. C'est qu'il n'y a plus d'empire ottoman. C'est qu'il n'y a plus de souveraineté musulmane dans la région. Et ça, c'est fondamental. Il y a un avant 1918, il y a un après 1918. Les problèmes ne peuvent pas se poser de la même manière au Moyen-Orient. Et pour les nationalistes arabes, justement, parce qu'il n'y a plus le rempart ottoman, alors après la guerre, ils vont remplacer d'une certaine manière le rempart ottoman qui a disparu par la tentative de créer un embryon d'État arabe que les Britanniques, à leurs yeux au moins, leur ont promis, entre guillemets. C'est toute la fameuse affaire de la correspondance Hussein-McMahon. Et cet embryon d'État arabe aurait son centre de gravité à Damas, avec Faisal, le fils du sharif de la Mecque, du sharif Hussein. Le 3 octobre 1918, Faisal entre à Damas à la tête de ses troupes. Les nationalistes arabes réunis autour de lui réclament l'indépendance promise. L'année suivante, le prince Faisal plaide la cause arabe à la conférence de Versailles. En vain. À San Remo, en 1920,
la communauté internationale donne mandat à la France et à la Grande-Bretagne sur les anciennes provinces de l'Empire ottoman. Officiellement, elles doivent mener les communautés qui y vivent à l'indépendance. Mais fidèles à leur logique coloniale, les deux puissances se partagent la région en zones d'influence. La Palestine, la Transjordanie et l'Irak vont aux Britanniques. Le Liban et la Syrie aux Français. Dans la foulée, les troupes françaises du général Gouraud chassent Faisal de Damas. Donc, ce rêve qu'avaient les peuples arabes en général, y compris les Arabes palestiniens, à devenir des citoyens d'un État moderne où ils exerceraient une souveraineté, où deviendraient des citoyens, etc., a été rayé d'un trait de plume. Pour les sionistes, en revanche, c'est une victoire. La charte du mandat anglais sur la Palestine intègre la déclaration Balfour. La promesse de l'établissement d'un foyer national juif en Palestine obtient une reconnaissance internationale. Encouragée par cette nouvelle légitimité, l'immigration juive en Palestine augmente considérablement. Entre 1919 et 1931, on compte plus de 100 000 nouveaux arrivants. Il y a une formidable effervescence parce que Weizmann sent très bien, et tous ses collaborateurs sentent très bien que là, c'est une formidable percée diplomatique. Et lorsqu'elle tombe, en fait, c'est une fête, c'est une formidable victoire, et ils en sont conscients. Ils en sont conscients de la même façon qu'il y a des dirigeants arabes qui sont déjà conscients que c'est une défaite, Et je dirais que c'est à partir de ce moment-là que le monde arabe commence à très très mal jouer cette partie-là. Et de la même façon qu'ils ratent, ils ne comprennent pas ce qui se passe là. Et de la même manière, ils ne comprendront pas ce qui se passera tout au long de cette histoire-là, jusqu'à ce que finalement, ils perdent le pays, ou une bonne partie du pays. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que le mouvement national arabe est extraordinairement divisé. C'est quelque chose qui est en fait dans le limbe, qui est issu d'une société qui est très mal unifiée. Il y a un sentiment diffus, bien entendu, d'appartenance à une langue et surtout à une religion, mais il n'y a pas de véritable nationalisme. Et surtout, il n'y a pas de nationalisme local, il n'y a pas encore de nationalisme palestinien. Celui-là émergera au contact d'ailleurs avec l'entreprise sioniste. Et pour toutes ces raisons-là, ils le ratent complètement. Ils y voient, eux, le côté bizarre, c'est que je viens de vous dire, quelque chose qui est complètement fou. Mais ils ne voient pas que ça peut être le point de départ d'une entreprise qui finira par avaler le pays, parce que les gens qui l'ont obtenu à l'arraché, ils ne l'ont pas obtenu pour des raisons, pour plaire aux impérialistes britanniques, ils l'ont obtenu parce que c'est quelque chose qui brûle dans leurs veines. Il me paraît assez clair, et donc à la déclaration Balfour, que le Sharif Hussein a mal mesuré la portée d'un texte comme celui-là, et au-delà même du texte, n'a pas du tout compris ce qu'était le sionisme, tout simplement. C'est-à-dire n'a pas compris sa dimension nationale, n'a pas compris son aspiration à la souveraineté à terme d'une manière ou d'une autre, et ce qu'on lit dans le journal de la Mecque, le journal Al-Qibla de l'année 18, qui est souvent cité, où effectivement le Sharif Hussein ouvre les bras en quelque sorte et réaffirme l'hospitalité fondamentale en Palestine aux Juifs, il ne parle pas du tout d'un foyer national, encore moins d'un État, ça ne lui vient pas une seconde à l'esprit, il raisonne en termes de milliers juifs, c'est-à-dire de communautés juives comme il les connaît dans l'Empire ottoman, et qui sont les bienvenus sous souveraineté arabe, bien entendu. Donc je crois que là, il y a une incompréhension radicale du temps et des enjeux qui est assez évidente. Ce sont des gens qui, non, ne sont pas, je ne peux pas dire qu'ils étaient vraiment conscients, qu'ils mesuraient, ou plutôt qu'ils mesuraient l'importance du sionisme, qu'ils savaient à quel point ce mouvement avait des potentialités
à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien au niveau du fait de sa présence dans beaucoup de pays du monde, du fait que c'est un mouvement qui se présente comme un mouvement nationaliste moderne, bon, du fait que ses dirigeants sont européens, sont des gens qui connaissent, du fait qu'il y a parmi eux des sommités scientifiques. Weizmann lui-même, bon, c'était un grand chimiste, et cette élite juive, de toute évidence, avait une connaissance du rapport de force dans le monde, de ce qui se passait, était rompue aux langues étrangères. C'était une élite européenne, et en face, il y avait un balbutiement de mouvement national. Donc, je veux dire que la lutte, dès le début, était inégale. La faiblesse du nationalisme arabe laisse les habitants arabes de Palestine seuls face aux défis sionistes. Dès le départ, les élites palestiniennes et les paysans palestiniens ont considéré, dès le lendemain de la déclaration de Balfour, que la réalisation du programme sioniste impliquait l'expulsion des Palestiniens. Je ne dis pas que la déclaration de Balfour donne naissance au nationalisme palestinien, parce que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais disons que politiquement, par le fait même de la déclaration, les Palestiniens apparaissent. Parce que sinon, on les confondait avec les Syriens ou avec les autres Arabes. Mais comme on fait une distinction territoriale pour la Palestine, on ne sait pas où c'est d'ailleurs, on crée automatiquement une identité politique palestinienne qui n'existait pas auparavant, sur le plan des relations internationales exclusivement. Il y a une double réaction en Palestine même au sionisme. Il y a une réaction de terrain, je dirais, une réaction qui est à la fois dans les milieux ruraux de heurts autour de l'appropriation foncière par les premières colonies sionistes ou implantations sionistes si vous préférez. Et puis il y a, dans les campagnes et plus encore dans les villes peut-être, une espèce de choc culturel par rapport à ces migrants qui viennent d'Europe, qui sont porteurs d'une autre culture, d'un autre type de comportement, qui choquent beaucoup les mœurs traditionnelles et patriarcales, notamment sur la question de la femme, dans les milieux palestiniens. Ça, c'est des réactions de terrain. Et puis il y a par ailleurs une réaction des intellectuels et des notables, qui eux vont prendre conscience assez vite, c'est-à-dire avant même 14, d'un danger de dépossession de la Palestine. Plusieurs publicistes palestiniens, des journaux palestiniens ont très bien indiqué ce qu'ils considéraient comme un danger sioniste, c'est-à-dire ils s'adressaient à la population en disant attention, ne vendez pas vos terres, restez vigilants, ne vous laissez pas prendre par les promesses, etc. Ces gens-là veulent vous chasser de votre pays, veulent vous prendre votre pays. Je ne vois pas par quel miracle les Arabes sur place se seraient serrés pour faire de la place. Et ça, je comprends très bien qu'il y ait une réaction forte. Les premiers troubles graves commencent au début des années 20. Et très vite, on s'aperçoit que les obligations que les Britanniques ont prises sur eux au moyen de la déclaration de Balfour sont parfaitement contradictoires. Et dès qu'ils comprennent cela, ils s'éloignent de l'obligation qui se sont imposés eux-mêmes de favoriser la création d'un foyer national juif pour se rapprocher de plus en plus des Arabes, sans bien entendu contenter non plus les Arabes, parce que c'est impossible, ils ne peuvent pas non plus jeter les Juifs dehors. Les Anglais, une fois qu'ils ont eu à gérer au quotidien la Palestine, ont compris à quel point l'établissement de ce foyer national était compliqué. Et il y avait bien entendu ces promesses faites aux Arabes un jour, et qu'ils ne pouvaient pas ne pas tenir compte d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas dire à ces Arabes palestiniens, oui, mais vous n'avez aucun droit. Bon, étant donné qu'à un moment donné, il leur avait promis pas seulement d'avoir des droits civils et religieux en Palestine, mais même d'avoir un État indépendant et souverain. Et deuxièmement, il y avait aussi leurs intérêts à l'échelle arabe. Bon.
les Britanniques avaient quand même dans la région le pays qui les importait le plus, c'était l'Égypte, bien entendu. L'autre pays qui les importait le plus, c'était l'Irak. Bon, réserve de pétrole. Deux pays qu'ils considèrent comme très importants parce qu'aussi c'est sur la route de l'Inde ou le joyau de la couronne, etc. Et donc ils devaient tenir compte de l'opinion arabe et de l'opinion musulmane et ne pas tenir compte uniquement de la déclaration Balfour dans ces termes un peu flous. Et beaucoup sentent de ce moment-là qu'il y a là un véritable piège pour la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne ne saura pas comment gérer la déclaration Balfour. C'est toute l'histoire de la Grande-Bretagne dans cette région est marquée au coin de l'ambiguïté qui existe déjà, qui est déjà inscrite dans la déclaration elle-même. La Grande-Bretagne, puissance mandataire, tente de ménager les uns et les autres et poursuit sa logique des promesses et garanties contradictoires. En 1922, Winston Churchill, secrétaire d'État aux colonies, publie une interprétation de la déclaration Balfour. Un texte connu sous le nom de Livre blanc. D'autres suivront. Ces documents précisent que les Juifs sont en Palestine de droit et non par tolérance, mais prévoient dans le même temps des restrictions à leur immigration. Sur le terrain, la tension de plus en plus vive entre Juifs et Arabes donne lieu à des explosions de violence. Le premier sang va couler, le conflit s'installe. La responsabilité des puissances est fortement engagée dans cette affaire, celle de la Grande-Bretagne notamment dans l'affaire palestinienne, ne serait-ce que parce qu'elle a été puissance mandataire bien entendu, mais même en amont, et au fond pas du tout à cause d'un machiavélisme quelconque de la Grande-Bretagne qui aurait joué en même temps deux nationalismes, le juif et l'arabe, l'un contre l'autre délibérément depuis le début, pour semer les gerbes d'un conflit épouvantable et durable. Non. Presque par excès de pragmatisme, de confusion, de politique au coup par coup. Autrement dit, il ne faut pas imaginer un complot britannique qui serait à l'origine de la tragédie du Proche-Orient ultérieurement. Par contre, je crois qu'il y a effectivement, dans l'enchevêtrement des événements et dans cette espèce de tâtonnement, des responsabilités assez grandes, oui, de la puissance britannique dans ce qui va être la tragédie palestinienne. Il est d'usage, vous savez, pour les gens de bonne volonté, juifs et arabes, israéliens, arabes, quand on veut s'entendre, on dit, nous, on se serait entendu, la faute est aux Anglais, aux Français, aux Américains. Moi, je n'y crois pas. Ce que l'on pouvait demander aux Anglais, c'est d'être sur tel ou tel point plus précis, plus fair-play, plus agressif aussi. C'était finalement une puissance impériale assez molle. On peut lui approcher beaucoup de choses. Mais ceux qui ont finalement voulu en découdre, c'est nous. Il est sans exemple que deux peuples veulent la même terre et qu'ils ne se fassent pas la guerre. En définitive, la situation sur le terrain était telle que la guerre était inévitable. De la même manière que je pense que le partage de la terre était et reste inévitable. Alors est-ce qu'on aurait pu faire l'économie de demi-siècles de guerre pour aboutir directement à ce qu'on aboutira, à ce à quoi on aboutira de toute façon? Hélas, ce n'est jamais comme ça que les choses se passent. Ce qui est douloureux d'ailleurs, c'est qu'on en revient là aujourd'hui. C'est-à-dire, on sent maintenant que dans les deux parties monte cette idée que pratiquement il n'y a pas de la place pour nous deux, quoi. C'est soit eux, soit nous. Et alors qu'on sait que c'est absolument catastrophique et que la seule solution vivable, la seule solution qui puisse apporter un peu de paix, de calme dans cette région du monde, c'est l'idée du partage de ce pays en deux.
avec deux États souverains et puis qui entreront en négociation pour voir un peu comment régler les problèmes en suspens.